On estime que, point de vue de l'armée elle-même, ça représente pour l'instant à peu près un peu plus qu'1 milliard de shekels, c'est-à-dire 120 millions de shekels par jour. Dépenses militaires directes ont été données à cause de cette frappe sur Gaza. Comme chaque mercredi, fidèle au poste, nous avons le plaisir de retrouver le docteur Daniel Guggenheim. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, vous avez tourné les pages économiques de la presse israélienne de ces derniers jours et il est clair, évident, que ces pages économiques mentionnent en particulier le coût de l'opération militaire gardien des murailles. Est-ce que l'on peut déjà estimer le coût véritable de tous ces tirs de missiles, par exemple, d'hommes de fer? On ne sait jamais combien coûte un missile, mais ça coûte énormément d'argent. Est-ce qu'on a une estimation plus ou moins précise des coûts de cette opération? Oui. D'abord, comme je vais donner des chiffres assez inquiétants, je vais donner une bonne nouvelle. La société de cotation S&P, qui est une des sociétés qui cote Israël, a décidé de laisser Israël sur la note de AA-, en disant qu'elle pense que ce que nous vivons maintenant à Gaza est quelque chose de temporaire et qui n'affectera pas les bonnes performances de l'économie israélienne à moyen ou à long terme. Donc c'est quand même une note d'espoir avant de dire les chiffres assez importants que nous allons dire. En ce qui concerne les dégâts militaires, d'abord, faisons une différence. Je parle que pour Gaza, de ce qui arrive, des missiles et des choses comme ça, la guerre face à Gaza. Dans ce cas-là, l'estimation est la chose suivante. Concernant l'armée, c'est-à-dire ce qu'on voit, l'aviation, comme vous avez cité, le dôme de fer, ça s'appelle en hébreu kippat habarzel, ce qui empêche les missiles d'atteindre. D'après ce que j'ai vu, comme Yiroud, chaque fois qu'on en... Interception, ça coûte 50 000 shekels. Et le chiffre est comme ça. On va dire $12 000 environ. Oui. Le chiffre est la chose suivante. On estime que, point de vue de l'armée elle-même, ça représente pour l'instant à peu près un peu plus qu'1 milliard de shekels, c'est-à-dire 120 millions de shekels par jour de dépenses militaires directes ont été données à cause de cette frappe sur Gaza. Ça, c'est concernant l'effort militaire. Concernant l'effort civil, les problèmes civils, les maisons que nous avons vues détruites, les voitures ou autres biens, dans ce cas-là, et je parle uniquement des causes directes, pas des causes indirectes, parce qu'il y a eu, comme on a parlé la semaine dernière, déjà moins de gens qui ont travaillé, tout ça. Je parle vraiment les dommages directs causés par les missiles et autres. On estime à 150 millions de shekels par jour. Et donc, on peut dire, pour l'instant, on en est les deux ensemble à 3 milliards de shekels. L'armée pour elle-même d'ailleurs, pour revenir une seconde à l'armée, a dit que de toute façon, sans doute, ça serait 1,5 milliard, 2 milliards de shekels, à peu près, la somme qu'elle demandera pour... Jusqu'à présent, 150 millions de shekels, mais de dégâts directs, on va dire. Hein. Encore une fois, pour les gens, oui, par jour. Par jour. Et il y a eu, par exemple, je vais donner, je sais pas si les gens savent, il y a eu 100 maisons qui ont été complètement détruites et on a dû, on doit maintenant, 100 familles sont logées pour l'instant dans des hôtels puisqu'ils peuvent pas être chez eux. Et donc, c'est aussi un coût. Et il y a eu en tout 4000 demandes déjà au Masre Rouge de civils pour se faire dédommager de ces différents dégâts. D'où provient cet argent? Parce que c'est vrai qu'on s'est habitué avec le corona à voir des milliards et des milliards sortir de je ne sais où. Est-ce que là aussi, on puise dans les réserves? Est-ce qu'il y a de l'argent? Il y a un budget spécial d'urgence pour un état de crise militaire comme celui-là? D'abord, on avait précisé dans les chroniques précédentes que le déficit du budget est en baisse, puisqu'il y a eu une reprise économique très importante, il y a eu, et ce sont des sommes qui ne sont pas quelque chose pour Israël. Ça augmente, comme l'a dit d'ailleurs S&P, c'est possible que la dette augmente un petit peu du gouvernement par rapport à ce qu'on appelle le déficit budgétaire, mais de toute façon, comme vous dites, il y a des réserves qui sont prises pour ça, bien qu'il y avait un budget qui avait été un peu voté, une sorte de suite de budget qui avait été fait. Encore une fois, comme
les économistes et peut-être vous dans la presse, vous avez parlé, on parle plus de quelques jours, la fin de la semaine, début de la semaine prochaine. Il faut savoir que le nombre de roquettes, par exemple, qui a été pour l'instant relaissé Israël, c'est 3700. Dans tout le Tzuk Eitan qui a duré 50 jours, il y en a eu 4500 sur Israël. Donc le coût économique également, donc militaire et civil maintenant, est déjà égal aux 50 jours qu'on a eu de Tzuk Eitan. Mais on pense que ça va, comme on pense que ça va être dans les prochains jours que ça va s'arrêter, alors il faut voir aussi, j'espère, comment dire qu'après il y a une grande période de tranquillité. Donc, point de vue économique, il faut voir ça. Alors ça, c'est extrêmement important. Maintenant, je voudrais qu'on parle aussi d'autres dégâts causés par, on va dire, les tensions, on va dire par les émeutes d'émeutiers arabes contre la population juive dans les villes mixtes, en particulier ce qui s'est passé à Lod. On parle de centaines de voitures qui ont été détruites, des immeubles, des synagogues qui ont été très sérieusement endommagées, incendiées. Là aussi, est-ce que l'on peut faire une estimation ? Alors, il y a eu plusieurs répercussions économiques. D'abord, des achats massifs dans les magasins d'objets pour se défendre qui n'ont pas besoin de permis par rapport à l'État. Des lances, ce qu'on appelle le gaz pipel, c'est-à-dire c'est un gaz qui permet de neutraliser la personne. Donc ça, c'est une des conséquences qu'il y a eu. Une autre conséquence qu'il faut noter, qui est nouveau parce qu'il y a eu donc ces émeutes, c'est le problème, par exemple, d'hier de la grève qui a été lancée. Et d'abord, ça a hier paralysé certains secteurs à tel point que les deux économies sont imbriquées, le secteur arabe dans le secteur israélien. Il y a par exemple, je ne sais pas si les gens le savent, dans certaines pharmacies, chaînes de pharmacie, il y a 60% de ceux qui travaillent sont arabes. Dans les super, tout ce qui est aussi l'envoi, c'est énormément de la population arabe qui travaille. Je donnerai un curieux. Hier, j'ai voulu rendre, comme on fait des bouteilles en consigne, on m'a dit non, le super ne prend pas aujourd'hui. Oui. Donc c'est vraiment ces deux. Il y a eu aussi dans l'enseignement. Maintenant, ce qui s'est passé de nouveau, c'est qu'à cause de cette grève, il y a eu des employeurs qui ont envoyé à leurs employés en disant si vous faites grève demain, vous êtes limogé. Est-ce que c'est légal ? La réponse est non. On ne peut pas limoger quelqu'un parce qu'il ne vient pas. On ne peut pas non plus le limoger parce qu'il a... On peut lui retirer sa journée de salaire, peut-être ? Voilà, exactement. Et si ça continue, qu'il ne vient pas plusieurs fois, alors on peut faire un conseil de discipline et le renvoyer. Mais on ne peut pas comme ça par WhatsApp renvoyer son employé. Maintenant, même il y en a qui ont dit quand tu as mal parlé, je te renvoie. Il faut faire la différence entre mal parler et dire son opinion et le assit l'achirim, ça veut dire d'inciter à la violence. Ça, oui, ça peut être un objet de licenciement, de cause de licenciement par rapport à ça. Maintenant, une chose très importante à dire. Il y a eu malheureusement, comme vous l'avez cité, de ces émeutes, beaucoup de gens qui ont été endommagés physiquement d'abord par eux-mêmes, blessés, il y en a même malheureusement des morts, oui. Et il y a eu aussi des biens, des maisons, des synagogues et beaucoup de choses qui ont été endommagées. Est-ce que ces choses-là peuvent être dédommagées par l'État ? Alors il faut savoir qu'en Israël, c'est pour ça que je fais une différence. Pour Gaza, c'est certain qu'un missile tombe, l'État va payer. Pour ça, il faut... Pour des émeutiers, il y a une loi en 1970 qui parle de EVA, de fait par l'ennemi. Maintenant, tout va dépendre pour ces gens-là de ce que la police dira. Le Bitoire Loumi, les assurances, celle qui sera chargée d'indemniser les gens, dit qu'elle attend de voir ce que les enquêtes diront. Si l'enquête dit qu'il s'agit de quelque chose de criminel, plili, dans ce moment-là, il n'y aura pas de l'État de remboursement. Peut-être on peut aller sur la personne qui a fait et lui demander, mais par rapport à l'État, il n'y aura pas de remboursement. Donc c'est pas évident, la façon dont la loi est notée, que ces gens-là pourront être indemnisés pour leur maison ou pour eux-mêmes. Alors, peut-être une question, vous ne l'avez pas mentionné, mais ça sera intéressant peut-être de le voir pour la semaine prochaine. Vous avez certainement constaté le scandale autour de Cellcom, la compagnie de téléphone qui s'est d'une certaine manière identifiée aux émeutiers arabes. Ça a provoqué énormément de réactions. Beaucoup de gens ont décidé de se désabonner de Cellcom. Ça peut être aussi une répercussion et ils ont
la possibilité de se désabonner s'ils le veulent parce qu'ils estiment que la campagne de Cellcom était déplacée. Bien sûr, le consommateur peut faire ce qu'il veut. D'ailleurs, il y a des chefs de région qui ont décidé de dire que parce qu'ils ont considéré que c'était un acte qui était inadmissible. Immédiatement, on dit on annule nos contrats qu'on a fait avec vous. Peut-être Cellcom peut demander, je sais pas ce que dit le contrat entre eux et les autres et les villes, ou entre eux et les régions, ou entre eux et les personnes. Peut-être vous devez payer. De toute façon, les gens doivent payer jusqu'à la fin qu'ils ont fait, quoi. Ça veut dire jusqu'à le jour où ils ont utilisé Cellcom. Mais il faut savoir qu'on peut très bien changer tous les jours de compagnie de téléphone. Il n'y a aucun problème de ça, quelles que soient les raisons. Et donc, maintenant, la conséquence qu'il y a eu, c'est qu'elle a baissé en un jour de 2% à la bourse de Tel Aviv, alors que toutes les autres actions hier ont monté fortement. Oui. Il y a une justice. Il y a une justice. Effectivement. Alors, on va maintenant parler est-ce qu'on parle de l'aide de l'État, de la manière dont l'État... Alors, vous en avez commencé à en parler. Est-ce que l'État dédommage jusqu'au bout, on va dire, les gens qui ont été victimes? Voilà, c'est très simple. Une roquette s'est abattue sur ma voiture, Chas v'Shalom. Eh bien, est-ce que l'État dédommage? Tout à fait. J'ai même vu qu'il y a des drones qui vont venir à des endroits où on peut pas vérifier exactement, pour des raisons d'aller sur le sol pour voir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Alors, ils ont inventé des drones avec des photos pour rembourser la personne jusqu'au bout de son dommage. Ce que je voulais dire, c'est 2 aides actives que l'État a décidé de faire. Premièrement, elle a décidé qu'en Israël, quelle que soit la personne, quel que soit l'endroit où il habite, pourra, ce mois-là, c'est le mois où normalement on paye ce qu'on appelle la TVA en hébreu, le Ma'am, on devait le faire jusqu'au 15, ils ont permis de le faire jusqu'au 24, et la déclaration et le paiement. Donc il y a encore quelques jours, parce que comme on sait, c'est pas seulement le sud qui a été malheureusement attaqué, mais la plupart des endroits en Israël. Donc ça, c'était important. C'est surtout important pour les indépendants ou les entreprises qui sont très secouées en ce moment, et c'est une aide active de l'État, et il faut s'en féliciter. Une deuxième chose, par rapport à Ashkelon, qui est malheureusement ici, je suppose que vous avez parlé, une des villes les plus touchées, oui. Et il y avait depuis longtemps besoin des aides qui avaient été promises. Alors, ils ont décidé hier, le ministère de l'économie et des finances, de signer un décret mettant Ashkelon et sa région industrielle comme ce qu'on appelle Ezor Pituach Aleph, c'est-à-dire que c'est une zone qui sera à développement prioritaire et à laquelle on va donner des avantages fiscaux. Les chiffres que j'ai vus à ce sujet-là, ça va donner 60 millions de shekels de ça, plus encore 8 millions de shekels pour faire des choses de protection et autres. Donc c'est quand même une somme apparemment de 68 millions de shekels en dehors de tout ce qui a été prévu, qui va être maintenant attribué à Ashkelon pour l'aider à faire front à ce qu'on voit maintenant. Alors, un dernier sujet que vous souhaitiez aborder, le rapport du contrôleur de l'État sur les raison de la vie chère en Israël. Oui, c'est très intéressant. Vous avez souvent remarqué que le contrôleur de l'État fait ses rapports la veille de notre chronique, parce qu'il sait qu'on va en parler le lendemain et que nous sommes une radio très écoutée. Et hier, il a fait un rapport sur beaucoup de sujets très intéressants, mais une des sujets que je pense qui intéresse nos auditeurs, c'est sur les raisons de la vie chère. Il a fait donc une perspective historique pour voir qu'est-ce qu'il en est, et il dit comme ça que Israël est plus cher du point de vue, surtout je parle maintenant des produits de consommation en dehors des fruits et légumes. Il parle de 30% en plus de ce que ça devrait être et de 50% par rapport à la moyenne des prix de l'OCDE. Donc c'est qu'il y a un problème, et il dit même pour les fruits et légumes, on était en meilleure position. Maintenant, ça commence aussi à augmenter. Il faut faire attention. Alors, il dit aussi, comme point positif, que ces dernières années, comme la vie a plus augmenté dans les pays de l'OCDE qu'en Israël, de produits de consommation, l'écart s'est un peu rétréci, mais il reste quand même important dans les chiffres que j'ai cités. Maintenant, quelle est la cause qu'il trouve
Pour cette raison-là, il dit que ce qu'on appelle reshut tacharut en hébreu, c'est-à-dire l'autorité qui est chargée de voir la concurrence en Israël ne fait pas assez son travail et c'est à cause de ça, d'après lui, qu'il y a cette augmentation, cette vie chère par rapport aux autres pays. Qu'est-ce que lui considère? Il dit par exemple, on devrait mettre beaucoup plus, surtout dans l'alimentation, des entreprises disant qu'ils sont des monopoles et ça permettrait, ça les empêcherait d'augmenter trop les prix. Maintenant, qu'est-ce que répond l'autorité de compétitivité, de concurrence, pardon, c'est encore mieux. Il répond la chose suivante. Nous, ce qu'on fait, c'est que surtout, on essaye de subventionner tous les gens qui veulent attaquer ces entreprises-là, ce qu'on appelle Biaïtsukit, on leur donne de l'argent à la place. Donc, mais c'est une chose qui est à vivre, c'est une chose qu'il faudra suivre, et donc... On suivra. On suivra. Merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour cette revue de la presse économique très complète.